Voici le dernier moment de Umberto Eco. Dans une chambre silencieuse, alors que la maladie ronge son corps, l'un des esprits les plus brillants du XX siècle sait que le temps lui échappe. Avant de mourir, il a laissé derrière lui bien plus que des livres. Il a semé des doutes, des provocations intellectuelles et une vision du monde qui dérange encore. Peu de gens le disent, mais Umberto Eco n'a jamais été seulement un écrivain. Il était un danger pour les certitudes. Aux yeux du grand public, il est l'auteur du Nom de la Rose, un roman érudit devenu phénomène mondial. Mais derrière ce succès planétaire se cache un homme obsédé par le pouvoir des signes, par la manipulation des masses et par les mensonges que les sociétés choisissent de croire. Eco savait une chose essentielle, la vérité n'est jamais innocente et la culture peut devenir une arme redoutable. Cette conviction, il l'a portée jusqu'à la fin, parfois au prix de l'incompréhension, parfois au cœur de polémiques sourdes. Dans ces dernières années, affaibli par le cancer, Umberto Eco observait le monde moderne avec une inquiétude glaciale. Internet, les réseaux sociaux, la montée de la désinformation, tout ce qu'il redoutait prenait forme sous ses yeux. Il affirmait que l'ère numérique avait donné la parole à des légions d'ignorants, transformant l'opinion en spectacle permanent. Des propos qui ont choqué, agacé, parfois fait rire, mais qui aujourd'hui résonnent comme une prophétie dérangeante. Ce que peu de gens savent, c'est qu'Eco voyait sa propre œuvre comme un piège volontaire. Il écrivait pour séduire, mais aussi pour tester l'intelligence du lecteur, pour l'obliger à douter, à se perdre, à réfléchir. Rien n'était jamais simple, rien n'était gratuit. Même ses romans les plus populaires cachaient des couches de sens que beaucoup n'ont jamais osé explorer. Cette vidéo ne parle pas seulement de la mort d'un écrivain célèbre. Elle révèle l'homme qui se cachait derrière le sourire ironique, le professeur respecté, l'intellectuel médiatique. Umberto Eco a passé sa vie à démonter les mythes. Et peut-être que le plus grand mythe reste encore celui que l'on a construit autour de lui. Umberto Eco n'était pas destiné à devenir une icône mondiale de la littérature. Né le 5 janvier 1932 à Alessandria, dans une Italie encore marquée par le fascisme et bientôt dévastée par la guerre. Il grandit dans un pays où les idéologies, les symboles et les récits officiels façonnent les consciences dès l'enfance. Très tôt, Eco comprend que le pouvoir ne réside pas seulement dans les armes ou la politique, mais dans les histoires que l'on raconte et dans la manière dont on leur donne du sens. Il se forme comme philosophe médiéviste et sémiologue, un domaine austère, réservé à une élite intellectuelle. À l'université, il dissèque les textes anciens, les dogmes religieux, les signes et les mythes. Persuadé que le Moyen-Âge et le monde moderne partagent une même obsession, contrôler la vérité. Dans l'Italie de l'après-guerre, en pleine reconstruction morale et culturelle, Eco observe comment les médias, la religion et la politique réécrivent le réel pour rassurer les foules. Pendant des années, il reste un intellectuel respecté mais confidentiel. Professeur, essayiste, penseur redouté, il critique ouvertement la culture de masse tout en la consommant avec fascination. Il analyse la télévision, la publicité, les bandes dessinées, non par mépris, mais parce qu'il y voit les nouveaux catéchismes modernes. Cette position ambiguë lui vaut autant d'admiration que de soupçons. Certains le trouvent élitiste, d'autres trop indulgents envers la culture populaire. Lorsqu'Eco publie Le Nom de la Rose en 1980, le choc est total. Un roman érudit, dense, rempli de latin, de théologie et de débats philosophiques devient un best-seller mondial. Ce succès bouleverse sa vie et sa place dans la culture. Il devient soudain une figure publique, invité sur les plateaux, cité dans les journaux. Parfois réduite à une caricature d'intellectuel brillant mais inaccessible. Pourtant, derrière ce triomphe se cache un malaise. Eco n'a jamais voulu être compris trop facilement. Le thème central qui traverse toute sa vie s'impose alors clairement. La peur de la manipulation et la fragilité de la vérité. Eco ne cesse de montrer que les complots, les dogmes et les certitudes séduisent parce qu'ils simplifient le monde. Il avertit que l'homme moderne, tout comme l'homme médiéval, préfère souvent une fausse explication rassurante à une vérité complexe et inconfortable. Ce fil invisible relie ses essais, ses romans et même ses prises de parole publiques. À mesure que la technologie progresse et que l'information devient instantanée, Eco sent que son combat intellectuel prend une dimension presque tragique. Il n'écrit plus seulement pour analyser le monde, mais pour alerter. Le scandale n'est pas dans ses livres, mais dans ce qu'il révèle sur nous-mêmes. Derrière l'érudit respecté se dessine déjà une figure plus sombre. Celle d'un homme convaincu que la société court vers une nouvelle ère d'illusions, et que peu sont prêts à en affronter les conséquences. Tout commence presque comme un jeu intellectuel. Umberto Eco aime provoquer, brouiller les pistes, inventer des labyrinthes de sens. Mais très vite, ce jeu devient dangereux. Dans ses romans comme dans ses essais, il introduit une idée troublante.
Le monde moderne est plus proche du Moyen-Âge qu'il ne veut l'admettre. Les rumeurs remplacent les faits, les croyances prennent le pas sur la raison. Et l'homme se réfugie dans des récits simplificateurs pour calmer sa peur du chaos. L'événement déclencheur survient avec le succès colossal du Nom de la Rose. Le public croit lire un simple roman policier historique, alors qu'Eco a construit une machine complexe sur le fanatisme, la censure et la peur du savoir. Certains lecteurs s'arrêtent à l'intrigue, d'autres plongent dans les couches philosophiques. Eco observe cette division avec ironie. Sa théorie fonctionne en temps réel. La majorité consomme l'histoire, une minorité interroge le sens. Ce constat, loin de le rassurer, l'inquiète profondément. À partir de là, les polémiques s'enchaînent. Eco parle de complot, non pour les valider, mais pour expliquer pourquoi l'humanité en a besoin. Dans le Pendule de Foucault, il démontre la fascination pour les sociétés secrètes, les interprétations délirantes et les vérités cachées. Pourtant, paradoxe cruel, le roman alimente exactement ce qu'il dénonce. Certains lecteurs y voient des révélations, d'autres des pistes ésotériques. La rumeur enfle, Eco jouerait un double jeu. Il nierait en surface ce qu'il suggère en profondeur. Ce malentendu devient un conflit interne. Eco comprend qu'un intellectuel ne contrôle jamais totalement l'effet de ses idées. Plus il tente de démonter les mécanismes de la manipulation, plus ceux-ci se renforcent chez un public avide de mystère. Il confie à des proches son malaise face à cette récupération. Il voulait vacciner contre l'irrationnel, et il a parfois l'impression d'avoir nourri la fièvre. Le point culminant survient dans ses dernières prises de position publique. Eco attaque frontalement les médias, les réseaux sociaux, la dilution du savoir. Ses déclarations sur l'invasion des imbéciles provoquent scandale et indignation. On l'accuse d'arrogance, de mépris, de nostalgie élitiste. Mais derrière la provocation se cache une peur sincère, celle d'un monde où l'opinion vaut autant que la connaissance, où le bruit étouffe la pensée. Les conséquences sont lourdes. Eco devient une figure clivante. Admiré comme prophète lucide par les uns, rejeté comme intellectuel déconnecté par les autres. Lui, affaibli par la maladie, regarde cette tempête avec une distance presque fataliste. Il sait que le débat lui échappe désormais. Son combat n'est plus personnel, il est devenu le symptôme d'une époque. Et c'est là que tout bascule. Car au moment même où sa voix commence à se taire, le monde qu'il redoutait prend forme sous les yeux de tous. Les fake news, les récits simplistes, les vérités alternatives deviennent la norme. Umberto Eco n'a pas seulement raconté une histoire, il a annoncé une dérive. Et cette révélation, dérangeante, prépare le terrain de la vérité la plus sombre de son héritage. À ce stade, la frontière entre la fiction et la réalité disparaît presque totalement. Ce qu'Umberto Eco redoutait n'est plus une hypothèse intellectuelle, mais un fait brutal. Les mécanismes qu'il a passé sa vie à analyser s'emballent sous ses yeux. La rumeur devient plus puissante que la preuve, l'émotion écrase la raison, et le mensonge circule plus vite que la vérité. Ce n'est plus un roman, c'est le monde réel qui imite ses livres. L'événement décisif n'est pas un scandale littéraire, mais une transformation silencieuse de la société. Eco observe comment les théories du complot, qu'il avait démontées avec précision, envahissent l'espace public. Il comprend alors une chose terrible. Expliquer un mensonge ne suffit pas à le détruire. Parfois, l'analyse elle-même lui donne une seconde vie. Cette prise de conscience le hante dans ces dernières années. En coulisses, Eco se montre plus inquiet qu'il ne le laisse paraître. Derrière l'ironie et le sourire, il confie à certains proches son sentiment d'échec partiel. Il a consacré son existence à armer les esprits contre la manipulation, mais il voit une génération entière se réfugier dans des récits simplistes. Les gens ne cherchent pas la vérité, ils cherchent une histoire à laquelle croire, aurait-il résumé, amer mais lucide. Les médias réagissent violemment à ces prises de position finales. Ces critiques d'Internet sont sorties de leur contexte, transformées en slogans. Le public se divise. Certains l'érigent en dernier grand intellectuel, d'autres le jugent dépassé, incapable de comprendre le monde moderne. Cette fracture l'atteint plus qu'il ne l'admet publiquement. Eco n'a jamais craint la controverse, mais il redoute la simplification de sa pensée. Le conflit interne devient alors central. Eco sait qu'il fait lui-même partie du système qu'il critique. Il publie, il parle, il utilise les médias. Cette contradiction le tourmente. Il n'est ni un ermite ni un moraliste pur. Il est un homme pris au piège de son époque, conscient que le savoir ne garantit plus l'écoute. Cette lucidité, profondément humaine, donne à ses dernières paroles une gravité nouvelle. Lorsque la maladie progresse, le ton change. Il n'attaque plus frontalement, il observe. Ses silences deviennent plus éloquents que ses déclarations.
Le scandale n'est plus ce qu'il dit, mais ce qu'il comprend. La bataille pour le sens est peut-être déjà perdue. Et cette vérité noire, rarement formulée, constitue le cœur le plus douloureux de son héritage. À sa mort, les hommages affluent, mais beaucoup passent à côté de l'essentiel. On célèbre l'écrivain, le professeur, le penseur brillant. On oublie l'homme qui avait vu venir le vertige d'un monde saturé de signes et privé de repères. Umberto Eco ne dénonçait pas seulement une époque. Il nous laissait un avertissement. Reste à savoir si quelqu'un a réellement voulu l'entendre. Du point de vue de la chaîne, Umberto Eco reste l'une des figures les plus mal comprises de la culture contemporaine. On l'a souvent présenté comme un intellectuel élitiste, parfois condescendant, parfois volontairement provocateur. Mais cette image, largement médiatique, masque une réalité plus subtile et plus troublante. Eco n'a jamais méprisé le public. Il l'a redouté. Non pas par arrogance, mais parce qu'il connaissait trop bien la force des récits collectifs et leur pouvoir de dérive. Le mythe le plus répandu autour d'Eco est celui du savant froid, enfermé dans ses bibliothèques et détaché du monde réel. Or, c'est précisément l'inverse. Il observait la culture populaire avec une attention obsessionnelle. Séries télévisées, journaux, slogans politiques, publicités. Pour lui, tout était langage, tout était signe. Son obsession n'était pas la littérature pour la littérature, mais la manière dont les masses construisent du sens, parfois contre toute logique. Un autre secret rarement évoqué concerne son rapport à la controverse. Eco ne cherchait pas le scandale pour exister médiatiquement. Il l'acceptait comme une conséquence inévitable de son travail. Lorsqu'il critiquait Internet ou la montée de l'ignorance visible, il ne parlait pas de technologie, mais de responsabilité. Il redoutait un monde où chacun parle sans écouter, où l'émotion prime sur la connaissance, où la visibilité remplace la vérité. Ces phrases choc ont souvent été détachées de ce contexte, créant une image caricaturale qui l'a poursuivi jusqu'à la fin. La chaîne estime également qu'Eco a volontairement joué avec l'ambiguïté. Ses romans, notamment ceux centrés sur les complots, sont des pièges intellectuels. Il savait que certains lecteurs tomberaient dedans, prenant la fiction pour une révélation cachée. Ce n'était ni une erreur ni une manipulation cynique, mais une expérience grandeur nature. Eco testait les limites de l'interprétation humaine, quitte à être mal compris. Mais cette stratégie a un prix. En brouillant volontairement les frontières, Eco a parfois nourri ce qu'il voulait combattre. C'est là que réside sa part la plus humaine et la plus tragique. Il n'était pas un maître tout-puissant du sens, mais un observateur lucide pris dans sa propre expérience. Cette contradiction est au cœur de son œuvre et explique pourquoi elle continue de déranger. À vous maintenant de vous poser la question. Umberto Eco était-il un prophète ignoré, un intellectuel trop en avance sur son temps, ou un penseur piégé par sa propre complexité? Ces avertissements vous semblent-ils exagérés ou terriblement actuels? Derrière les mythes et les secrets, une chose est sûre, Eco ne voulait pas qu'on le croie. Il voulait qu'on doute. Il y a des silences qui parlent plus fort que les livres. Lorsqu'Umberto Eco s'éteint le 19 février 2016, ce n'est pas seulement un écrivain qui disparaît, mais une voix inquiète, lucide, presque prophétique. Le monde continue de tourner, saturé d'informations, d'images et d'opinions, comme s'il n'avait rien perdu. Et pourtant, quelque chose s'est brisé discrètement. La présence d'un homme qui passait sa vie à rappeler que comprendre est un acte difficile, exigeant et profondément humain. Eco laisse derrière lui une œuvre immense, mais surtout un malaise fertile. Lire Eco, ce n'est jamais être rassuré. C'est accepter de se perdre, de douter, de reconnaître que la vérité n'est ni confortable ni immédiate. Ses romans, ses essais, ses interviews forment un même héritage, celui d'un esprit qui refusait la paresse intellectuelle. Il ne promettait pas des réponses, il tendait des miroirs. Et ce que l'on y voyait n'était pas toujours flatteur. Avec le recul, sa pensée résonne étrangement comme une mémoire du futur. Les dérives qu'il annonçait sont devenues familières. Les récits simplistes dominent, les symboles remplacent l'analyse, l'émotion gouverne souvent le débat. Dans ce chaos, Eco apparaît moins comme un moraliste que comme un témoin lucide, conscient de ses propres limites. Mais déterminé à ne jamais trahir l'intelligence. Il y a aussi une profonde mélancolie dans son héritage. Eco savait que le combat pour le sens est sans fin, et peut-être sans victoire définitive. Pourtant, il a continué à écrire, à enseigner, à provoquer. Non par optimisme naïf, mais par fidélité à une idée simple et exigeante. Penser reste un devoir, même quand cela semble inutile. Aujourd'hui, ses livres dorment parfois sur des étagères, intimidants, épais, exigeants. Mais ils sont là, patients. Ils attendent des lecteurs prêts à ralentir, à résister à la facilité, à accepter l'inconfort du doute.
Lire Eco, c'est entrer dans un labyrinthe en sachant qu'on n'en sortira pas indemne, mais plus conscient. Il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées. Mais maintenant, vous les connaissez. Umberto Eco n'a jamais voulu être une légende. Il voulait être une question ouverte. Et tant que ces mots continueront à déranger, à troubler, à éveiller, alors peut-être que son dernier combat n'aura pas été vain.